Je me suis formé, ça a pris un an et demi, j'ai appris le Python, j'ai appris le SQL, j'ai refait les bases de stats, etc. Et j'ai fini par trouver ma première mission. Si t'es passionné par la data science, il faut charbonner dessus. Si en revanche tu t'es reconverti dans la data pour les opportunités professionnelles, dans ce cas il y a beaucoup plus d'offres en data engineering. C'est pas genre, il y a 1000 problèmes à résoudre, avant il fallait 1000 devs pour les résoudre, et maintenant 100 devs avec de l'IA vont pouvoir résoudre les problèmes de 1000 devs. En fait, quand t'as résolu les 1000 problèmes à résoudre, t'en as créé 50 de plus par problème que t'as résolu. Aujourd'hui, je reçois Benjamin, qui est Senior Data Engineer en freelance, qui est passé par pas mal de grands groupes, mais aussi scale-up. Donc, tu as fait des missions notamment à la BNP Paribas ou dans une filiale de Total de mémoire. Benjamin, en parallèle, crée du contenu avec beaucoup de succès sur LinkedIn. Donc, tu as dépassé les 50 000 abonnés. Ouais. Bravo. Il a également lancé une formation à la data, donc pour progresser sur des sujets techniques, notamment de data engineering, mais plus largement de data, qui s'appelle Data Upskilling. On en parlera un petit peu aussi. Et là aussi, beau succès. J'ai vu que tu avais récemment passé les 430 inscrits, donc ce qui est considérable. Hello Benjamin, ça va ? Salut. Bah écoute, ça va très bien et toi, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, nous raconter aussi ton parcours ? Je sais que tu t'es reconverti, qu'après tu t'es lancé en freelance, donc c'est un parcours assez original. Est-ce que tu peux nous le raconter dans les grandes lignes ? Je vais essayer de pas la faire trop longue, mais en gros, moi à la base j'ai un diplôme de Sciences Po en démocratie participative. Donc tu organises des ateliers avec les habitants, etc. pour savoir si on doit faire un truc. Là-dessus, j'ai travaillé dans le privé dans une petite agence de com pendant 1 an. J'ai eu la chance en fait d'être pris dans un programme pour donner des cours de français dans une fac aux États-Unis. Et ça a énormément orienté la suite de ma carrière parce qu'en fait là-bas, j'ai eu une expérience d'enseignement qui m'a beaucoup aidé à être prof. Et c'était hyper intéressant aussi parce que c'est là-bas que j'ai découvert le machine learning. On est en 2014 et je commence à voir les premières vidéos là-bas de trucs qui corrigent des dissertes. Et je me dis, merde, comment tu fais pour corriger une disserte avec un ordinateur, tu vois ? Et en fait, c'est des stats. Et il se trouve que des stats, moi, j'en avais fait parce que ça m'intéressait, notamment dans le cadre des cours d'éco. J'avais pris beaucoup d'éco. Je découvre qu'en fait, le machine learning, la base de la base, c'est une régression linéaire. Donc, en fait, je comprends déjà le concept. Et voilà, donc je découvre en fait le machine learning là-bas aux États-Unis avec les collègues de la fac qui bossent un peu là-dessus. Là-dessus, je rentre en France, je me dis, ah, trop bien, prof de fac, c'est génial, tu vois, ça me correspond, j'aime bien être prof. Je vais essayer d'être prof de fac en France. Donc, je commence une thèse en Sciences Po en quantitatif. Sauf qu'en fait, au bout d'1 an et demi, je participe à une conférence qui s'appelle « La reconversion professionnelle après la thèse ». Et là, c'était dur. Là, tu vois que des gars de 35 ans. Ils n'ont toujours pas de poste de maître de conf. Ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils vont, tu vois. Et là, je l'avais dur. En fait, si je continue à faire une thèse, dans 5 ans, je suis à leur place, quoi. Donc, je me suis posé à froid. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé en même temps sur un bouquin de Cal Newport qui s'appelle So Good They Can't Ignore You. Il a fait celui-là et Deep Work aussi. Et dans ce bouquin-là, il raconte l'histoire d'un gars qui avait réussi à automatiser tout son boulot en faisant des formules Excel. Et s'est dit, oula, si on peut automatiser mon taf en faisant du Excel, dans 5 ans, je vais être au chômage. Donc le gars a un peu flippé. Il s'est dit, bon, ok, je retourne chez mes parents et je vais apprendre le code pour devenir un codeur, tu vois. Et en fait, So Good They Can't Ignore You, c'est comment devenir très bon techniquement dans un domaine ou dans une carrière pour ensuite avoir l'embarras du choix des clients, etc. De manière à pas être un peu prisonnier de ta carrière, etc. Et donc, tous ces éléments-là ont convergé pour me faire dire, bon, ok, la fac, trop risqué, il n'y a pas de débouché, en fait. Dans le même temps, dans la tech, il y a l'air d'avoir du job, et si tu suis la formule de Cal Newport pour vraiment devenir bon techniquement, il n'y a pas de raison que quelqu'un t'embauche pas. Donc, j'ai suivi exactement le plan, je me suis formé, ça a pris 1 an et demi, j'ai appris le Python, j'ai appris le SQL, j'ai refait les bases de stats, etc. Et j'ai fini par trouver ma première mission. Et ensuite, ça s'est accéléré assez vite, tu vois, parce que première mission, ça a duré 1 an, j'en ai trouvé une deuxième, j'ai changé de boîte. 1 an plus tard, je me suis lancé en freelance. Pour trouver des missions en freelance, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Et 2 ans plus tard, on est là et on fait le podcast, tu vois. Excellent. Et juste en termes de formation, c'est surtout des formations en ligne qui ne sont pas forcément très connues, ou tu as fait des choses qu'on pourrait identifier un peu assertifiantes, genre, je sais pas moi, des bootcamps ou des MOOC spécifiques. Ouais. En fait, j'ai fait essentiellement du en ligne et sur des ressources américaines parce que je revenais des États-Unis, j'étais bilingue, j'étais capable de... Donc, je me suis dit autant me former auprès des meilleurs. Donc, j'avais pris un micro-master de UCSD, Université de Californie à San Diego, sur introduction à Python, introduction aux stats. Enfin, c'est même pas intro, c'est Python pour la data science, statistique pour la data science, machine learning et Spark. 4 cours délivrés par des pointures. J'en ai fait d'autres sur EDX, Coursera, etc. Donc, tous les trucs un peu anglophones. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'en France, on te demande d'avoir un diplôme
Et tous ces trucs-là, ils me donnent pas de diplôme. Tu vois, ils me donnent un micro-master éventuellement pour Coursera, mais pour UCSD. Mais c'est pas forcément valorisable. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, on va faire le truc Open Classroom. Pourquoi le truc Open? Parce que eux, ils sont en partenariat avec des écoles et ils te délivrent un titre RNCP niveau master. Donc en France, tu as le titre, etc. Donc je commence ce machin-là et en discutant avec d'autres personnes qui le faisaient en même temps que moi, un gars qui s'appelait Chris notamment, avec qui on faisait un peu un duo, et ça je vous conseille pour ceux qui se reconvertissent, restez pas tout seul. Trouvez-vous un binôme qui est en train de progresser en même temps que vous et vous mettez des deadlines, vraiment c'est important. Et ce gars-là, il me dit, ouais, bah moi, mon Open Classroom, il est payé par Pôle emploi. Je suis, what? J'étais en train de payer de ma poche, tu vois. Et donc, du coup, je vais voir Pôle emploi, je suis, ouais, machin. Le conseil Pôle emploi, il m'a dit, ouais, si vous voulez, j'ai un truc pour vous de data analyst à Roubaix. Ça dure 3 mois, c'est une formation de terrain. Et c'est sponsorisé par des entreprises. Donc, si tu rencontres les entreprises avant, et si tu matches, elles s'engagent à t'embaucher si tu suis la formation. Et donc, ça, c'est génial. Tu vois, ça, c'était un programme qui s'appelait Invest in Digital People, quelque chose comme ça, IDP. Et c'était mené de front par S2I, par IBM, par des ESN comme ça qui cherchent des profils. Et en fait, sur la base de toutes les certifs que j'avais passés, Coursera, etc., au vu du programme, tu sais, il y avait une semaine de Python, une semaine de SQL, une semaine de machine learning, une semaine. Et en fait, je connaissais tout déjà. Voilà. Donc le mec m'a dit, bah écoute, passe la formation, puis à l'issue, tu viendras me voir parce que j'aurai des trucs à te filer, tu vois. Ça, c'était le gars qui organisait le programme. Et les entreprises qui organisaient la formation, toutes les trois, en fait, elles voulaient m'avoir très vite. Donc elles m'ont toutes les trois dit on te prend tout de suite. Passe pas les 3 mois, ça sert à rien, tu vois. Parce qu'en fait, ils étaient un peu à la course au profil à cette époque. Et donc, pour couper l'herbe sous le pied des autres, elles m'ont toutes fait une offre en mode ouais, non, mais la formation, t'en as pas besoin, on te prend, etc. Donc j'ai eu un peu de la chance vis-à-vis de l'époque, parce que je pense pas que ça se repasserait comme ça aujourd'hui. En tout cas, en data science, c'est sûr. En data engineering, peut-être. Mais c'est ça qui te déclenche, du coup, le premier pied vraiment dans le job pro de la data. Ouais, exactement. Et là, c'est job en CDI ou parce que tu es conversion. Ok. C'est CDI, donc c'est CDI avec une mission à la clé. Et donc là, entre guillemets, ça valide la reconversion. Et peut-être si on fait un petit flash forward, donc là, tu me disais, t'enchaînes un peu les missions et à un moment, tu décides de te mettre en freelance. Là, pareil, quel est le déclencheur? Le déclencheur, ouais. Bah, le déclencheur, il est simple. En fait, dès ma première mission, en l'occurrence, c'était chez ADO, super boîte. Franchement, ils ont des sujets hyper intéressants, des collègues très fun. J'ai une très bonne expérience de là-bas. Et là-bas, en fait, j'avais un collègue, il faisait littéralement le même taf que moi pour x2 le salaire. Tu vois, on va pas tourner autour du pot, en fait, c'est ça qui se passe, tu vois. Donc, il m'explique, il fait, bah, en fait, toi, t'es facturé par ton ESN, sans doute entre 400 et 500 euros par jour, tu vois. Peut-être un peu moins, mais faudrait vraiment le faire. Il dit, bah moi je fais pareil, sauf qu'il n'y a pas de ESN au milieu, tu vois. Pour que les gens se projettent, pour avoir un ordre d'idée, ça représente quoi comme salaire moyen, enfin comme entrée d'argent mensuelle en moyenne, tu vois, des bons mois, quoi. Le calcul que j'aime bien prendre, c'est tu vas facturer 500 balles par jour parce que c'est la moyenne dans nos métiers, et ça facilite le calcul. Donc j'aime bien parce que ça fait 20 000 par mois, ça fait 10 000 par mois, pardon, 500 fois 20, on va dire qu'il n'y a que 20 jours dans le mois, ça facilite aussi le calcul. Donc tu arrives à la fin, tu as facturé 10 000. Quand tu es en micro-entreprise, tu as 22% de cotisation sociale. Si tu te démerdes bien, la première année, tu n'as que 11%. Mais on va faire comme si tu ne les avais pas, pour faciliter encore une fois le truc. 22%, ça veut dire que tu lâches, on va même dire 25%, parce qu'il y a un petit truc en plus, pour la formation pro et tout. On va dire que tu lâches 25%, ça facilite le calcul, il te reste 7 500. Ça, c'est ce qui te reste, si tu factures 500 euros par jour. Et une fois qu'il te reste ça, bah, qu'est-ce qui te reste à payer? Il te reste à payer l'impôt sur le revenu. C'est tout. Et si tu as aussi bien géré ton truc les 2 premières années, tu peux être en prélèvement forfaitaire libératoire, et là, ton impôt sur le revenu, c'est 2,2%. Et donc là, ça, c'est juste imbattable, quoi. Parce qu'une fois que tu as lâché 25% plus 2,2, tu n'as plus rien à payer, et il te reste en fait 7000 balles. Mais par contre, donc, ça, il faut le lisser, c'est-à-dire que c'est par mois de travail. Mais tu vas pas travailler 12 mois sur 12, il faut que tu te prennes des congés. Donc en fait, il faut faire 7005 qui te reste x 10, ça fait 75 000, divisé par 12. Et donc en fait, tu es à 6 000 euros par mois, net avant impôt, tu es à 6 x 12, 72, tu vois, on n'est pas loin des 75, et ça me permet d'enlever les 3 000 pour... t'as acheté un PC, t'as acheté une connexion Internet, machin, c'est, on va dire, entre guillemets, tes charges. À savoir après que pour l'impôt sur le revenu, même si vous n'avez pas le versement forfaitaire libératoire, sur les 75 000 qui te restent, tu vas pas en déclarer 75 000, tu vas en déclarer 66% de 75 000. 2 tiers, en gros. Pourquoi? Parce que tu as un abattement forfaitaire libératoire. Et les gens disent, oui, mais en micro, tu peux pas déduire tes charges. C'est pas que tu peux pas les déduire, elles sont déjà déduites, tu vois. Mais voilà, tu vois. Et donc, je suis rentré dans tout un tas de trucs très, très, très vite. C'est assez complexe. C'est complexe, et donc du coup ça génère toujours des débats parce que tu peux voir les choses de différentes manières. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait peur au-delà du débat. C'est que en fait c'est quand même complexe, faut avoir envie de mettre son cerveau dessus. Et puis comme tu le dis, à la fin c'est vrai que bon, un senior data engineer en entreprise, il gagne aussi bien sa vie, donc je pense que tu le fais pas que pour l'argent non plus. Non.
parce qu'à la fin, tu le fais aussi pour une forme de liberté, pour pouvoir gérer ton année comme tu veux, mais tu payes, entre guillemets, en temps, en charge mentale aussi, et en stress un peu ces choses-là, quoi. Je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de faire ce choix-là, parce que c'est pas... En fait, à la fin, t'as pas le double en pouvoir d'achat ramené au même temps. Ouais. Tu vois. Ah oui, ramené au même temps. Ouais. Alors en fait, tout ramener au même temps, tout dépend. Parce qu'en fait, la compta, la fiscale, machin, tu peux déléguer ça à des outils. Il y a des outils que tu peux payer 10 à 20 balles par mois et qui t'automatisent 80% du boulot, surtout en micro. Tu vois, c'est très simple. Il n'y a pas forcément besoin de prendre un comptable. Et après, le vrai travail supplémentaire, ça va être de trouver des clients. D'habitude, quand tu es en ESN ou ailleurs, c'est délégué aux commerciaux. Ça, c'est aux commerciaux de te trouver ta mission. Là, c'est toi le commercial. Ceci étant dit, en data, on a l'avantage que les missions sont longues. Et donc, les missions peuvent durer 1 an et demi, 2 ans. En fait, tu as cherché une fois un client et il va te payer 500 € par jour pendant plusieurs jours. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple avec un TGM à 500. Mais en fait, quand tu es senior DE, tu peux facilement avoir 600 à Lille, 700 à Paris. Et donc, en fait, c'est plus, tu vois, moi, le plus cher que j'ai facturé, c'était 800 € par jour. Donc là, le calcul est totalement différent. Tu arrives à 16 000. Oui, parce qu'après, tu te basais sur un 500, mais ça, finalement, c'est presque quand t'es profil junior data. Parce qu'après, en fait, tu vas négocier ton profil. Junior, tu vas te carrer à 450, 500, ou à 400, 450 plutôt. Et puis après, confirmer, à 500. Mais écoute, super intéressant. Donc, je suis curieux de zoomer une seconde sur un élément que j'ai remarqué sur ton LinkedIn. C'est que toi, tu étais passé aussi bien par des rôles de data scientist que de data engineer. Pourquoi déjà tu as choisi de te spécialiser sur data engineer à la fin? Est-ce que c'est important de choisir? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, tu sens qu'ils sont un peu qui entre deux chaises, qui n'arrivent pas trop à faire le choix. Et voilà, comment tu recommandes d'aborder ce sujet-là à quelqu'un qui se cherche? En fait, moi, je m'étais reconverti en data science parce que je me disais, je suis capable de faire ça parce qu'il y a des stats. J'ai déjà le bagage stats. Comprendre qu'une corrélation, c'est pas forcément une causation. Faire gaffe à, à ce genre de choses, faire du A/B testing. Et après, je me suis dit, faudra apprendre à coder. Mais comme je faisais un peu de PHP quand j'avais 15 ans, je me dis, le Python, ça doit pas être beaucoup plus difficile. Spoiler alert, c'est même plus simple. Parce que c'est quasiment de l'anglais en fait. Donc je m'étais dit, ça plus le code, il y aura moyen de devenir data scientist. Par la suite, le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, on n'a pas forcément la demande pour faire des trucs hyper stylés en data science. Tu vois. Récemment, j'ai interviewé Khouloud El Amani dans le cadre du Data Summit que j'ai organisé là en mai. Et elle est data scientist chez Spotify, donc c'est natif, c'est data natif, tu vois, c'est de la donnée en ligne que les gens téléchargent, etc. Donc tu as plein d'indicateurs. Et même elle dit, le machine learning, c'est overhypé comme pas possible. Ça, c'était sa phrase à elle dans l'interview, tu vois. Et donc, il n'y a pas suffisamment de cas d'usage pour justifier le nombre de data scientists qu'on a formés. Donc, des fois, tu te retrouves à faire des trucs un peu frustrants, mais que moi, en fait, j'aime bien faire, tu vois. Cleaner la donnée, je trouve ça fun. Les gens vont dire que je suis taré, mais en fait, tu vois, c'est vraiment rendre le truc vraiment précis, bien clean, trouver de l'information en regardant les chiffres bruts. Et quand j'ai vu que le marché s'orientait vers le data engineering, où tu dois en fait essentiellement transformer de la donnée, la déplacer d'un point A à un point B, la cleaner, etc., je me suis dit, en fait, personne ne veut le faire, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, parce que tant que c'est pas fait, tu peux pas faire de data science. Et donc, moi, go, j'ai aucun problème pour prendre ce type de mission. Il y avait ça, et puis il y avait l'aspect, je me dis, ok, dans 5 ans, j'essaierai d'être un peu lead d'une équipe data, et donc j'ai envie de pouvoir maîtriser tout le flux. Tu vois, la data science, c'est bon, je maîtrise, j'ai mes compètes Kaggle, j'ai eu des médailles, je maîtrise le flux, les process qu'il faut mettre en place pour être sûr que ton cycle de développement avec vide, ton modèle de machine learning, il est stable et que tu n'es pas en train de faire n'importe. Ça, j'ai la méthode. Donc, si je dois expliquer à quelqu'un la prochaine étape qu'il doit faire pour faire avancer son projet, je peux. Data engineering, c'est pas sûr. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me former là-dessus, comme ça, le jour où j'ai une équipe, je maîtrise tout le panorama. Tu vois. Mais ça, c'est un plan de carrière. T'es pas obligé d'avoir ce plan de carrière. Si toi, t'es vraiment passionné par data science, alors il faut poursuivre et se mettre à fond là-dessus. En gros, moi, ce que je dis généralement, c'est si t'es passionné par la data science, il faut charbonner dessus. Si en revanche, tu t'es reconverti dans la data pour les opportunités professionnelles, dans ce cas, il y a beaucoup plus d'offres en data engineering. Ça, c'est clair. C'est juste x3 le ratio, tu vois, en termes d'offres. Oui, ça dépend pour pourquoi t'es là. Et voilà, ça dépend pourquoi t'es là. Si t'es vraiment là pour le chiffre, la passion, le développement des modèles, mais sache quand même que même si t'es là pour le développement des modèles de machine learning, tu devras quand même faire du data cleaning. Faut en avoir conscience, quoi. Faut pas croire que tu vas faire du ML toute la journée, c'est pas vrai. Mais surtout, comme tu dis, le marché est en train de changer. Moi, je l'ai observé quand j'étais chez Artefact, sur toutes les missions. En fait, il y a encore 5 ans, il y avait vraiment ce boom sur la data science parce que les boîtes étaient encore en train d'itérer, d'essayer de tester, de prouver. En fait, c'était un process itératif de faire des cas d'usage, mais qui étaient plutôt des prototypes. Et puis, au moment d'industrialiser, c'est là qu'elles se sont rendues compte, ça marche pas parce que justement, il y avait des gros enjeux qui n'étaient pas relevés sur le fait d'avoir des plateformes de données, le fait d'avoir des données clean, etc. Et c'est à ce moment-là qu'a un peu explosé, ce qui aujourd'hui encore explose, la data gouvernance, et c'est les data platforms, ou même
qu'on appelle parfois dans l'écosystème la moderne data stack, mais bref. Et c'est à ce moment-là que vraiment tous les budgets des grosses boîtes, parce que ça part de là, des comex en fait, qui ont commencé à dire ah bah ouais, si vous dites qu'il faut partir sur data engineering, on part sur data engineering, et ça a complètement fait shifter tout le marché, tu vois. Et donc là, tous les data scientists qui faisaient 50 prototypes par an pour des grosses boîtes qui ont tous été cutés parce qu'ils se sont dit, en fait, si ça marche pas, on va arrêter de faire ça. C'est ça. Ils se sont dit, bah ok, on va peut-être faire data engineering. Donc à un moment donné, il faut aussi pas nager à contre-courant, il faut suivre le marché. Mais ça n'empêche qu'il reste de la place pour des data scientists. Mais voilà, effectivement, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Je vois qu'il y a un thème que tu abordes souvent sur LinkedIn, notamment. Et que j'ai l'impression de dire presque aussi un peu une philosophie que tu mets en place dans ta formation. On reviendra sur la formation après. C'est le fait de travailler sur les fondamentaux en data. Je trouve que c'est intéressant parce que parfois aussi, ce qui va attirer les gens en data ou ce qui fait que ça leur plaît, c'est ce côté où il y a plein de techno, ça explose dans tous les sens. Tu as toujours un nouveau truc sexy, tu vois, qui passe au-dessus du précédent, où tu as des tendances, la moderne data, c'est avec les IA génératives. Enfin, tu sais, c'est trop agressé de signer en permanence. Et toi, souvent, tu dis genre, juste, on se calme. Même si ça fait 2 ans que t'es dessus, continue. Python, SQL, genre en mode sur les fondamentaux, un peu comme un moine Shaolin qui dit aux gamins de continuer à taper sur son bout de bois pendant 150 ans. Et je trouvais ça assez rigolo. Curieux que tu nous expliques un petit peu cette philosophie, comment ça t'est venu et un peu ce qu'il y a derrière, quoi. En fait, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire, c'est pas juste moi qui dis ça, en fait. L'exemple que je prends le plus, c'est celui de Joshua Waitzkin, qui est un ancien champion national US des échecs. Il est passé dans le film In Search for Bobby Fischer, qui était un film très connu dans les années 90, parce qu'il y avait tout l'aspect politique, fin de la guerre froide. Bobby Fischer avait battu les Russes aux échecs, qui était leur sport machin. Et sauf qu'à cause du film, il a commencé à avoir des fans qui venaient à ses événements et tout, des filles qui lui passaient son numéro, donc bordel dans sa tête, tu vois, le gamin il a 10 ans. Mais donc du coup, il a perdu un peu sa passion des échecs, pour ça et d'autres raisons. Et donc c'est tout, il s'est retiré un peu de ce truc-là, et puis il s'est lancé dans le tai chi. En mode parce qu'il était passionné de littérature orientale, de Tao Te Ching, des choses comme ça. Et il s'est lancé dans le Tai Chi avec un maître à New York, et en l'espace de 2 ans, il est devenu champion national US. Tu vois, il passe des échecs à un sport de combat, il gagne, et 2 ou 3 ans plus tard, il devient champion du monde dans les 2 catégories, parce qu'il y a 2 catégories distinctes, alors que d'habitude les gens se spécialisent dans l'une ou dans l'autre, lui il remporte les 2. Et il remporte les 2 contre des Taïwanais qui font ça depuis qu'ils ont 3 ans. Et lui, il prend ça à l'âge adulte. Donc voilà. Et donc, parcours assez exceptionnel. Il en a fait un bouquin, The Art of Learning. Et il dit exactement ça. Il dit, l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu devenir champion national des US en Tai Chi Chuan seulement 2 ans après avoir commencé, c'est parce que je maîtrisais beaucoup moins de répertoire que mes adversaires, donc beaucoup moins de techniques différentes. Mais les quelques techniques que je maîtrisais, je les maîtrisais à la perfection. Il dit vraiment ça dans son livre, pratiquement ligne pour ligne. Et ça revient, pour ceux qui connaissent, à la vieille citation de Bruce Lee qui disait « Moi, un mec qui a travaillé 1000 coups de pied différents une seule fois, il me fait pas peur parce qu'en fait, il les maîtrise pas du tout. Par contre, le gars qui a travaillé un seul coup de pied, mais 1000 fois de suite, ce coup de pied-là, s'il me le met, j'ai beau être Bruce Lee, je me le prends, j'ai mal, tu vois. Donc ce gars-là, j'ai peur de lui, tu vois. » Et donc toi, t'as réappliqué ça à tout ça, ouais, c'est ça. C'est en gros, le jour où tu seras en poste, si tu maîtrises pas un truc sur Snowflake, il est toujours temps d'aller voir la doc. Par contre, tu peux pas te permettre de chercher comment faire une fonction en Python. Tu vois, c'est pas possible. Et même chose quand tu es en entretien d'embauche, en fait. Les entretiens, très souvent, ils vont être en SQL et en Python, tu vas te juger là-dessus. Et autant pour un truc un peu hors des clous que t'as pas l'habitude de faire, quand tu es en poste, personne te reprochera d'aller voir Stack Overflow ou ChatGPT, parce que tout le monde le fait, en fait. Donc, il y a aucun débat, t'as le droit, c'est pas un souci. Par contre, quand tu fais ton entretien tech, on s'attend à ce qu'il y ait un minimum de connaissances SQL et Python qui puissent sortir de ton cerveau comme ça quand on... Les yeux fermés, quoi. C'est ça, pratiquement les yeux fermés. Et donc, tant que t'es pas rock solide là-dessus, ça sert à rien de te prendre la tête à aller faire autre chose. Excellent. Et un autre sujet que je voulais qu'on aborde aussi, est-ce que c'est encore une bonne idée de se lancer dans la data aujourd'hui, selon toi, notamment là avec l'arrivée des IA génératives? Alors, tu as un peu tous les débats qui émergent sur est-ce que typiquement le job spécifiquement de data analyst, de data engineer peut être impacté de manière générale. Est-ce que c'est des jobs qui vont être remplacés ou en tout cas qui vont être diminués? Et je t'ai vu réagir il n'y a pas longtemps sur un post LinkedIn là-dessus, notamment en disant qu'il y avait énormément de choses en dev que tu pouvais pas faire avec une IA. Curieux du coup d'avoir ton avis là-dessus. Toi, tu penses que c'est une vision de l'esprit? Est-ce que tu nuances ton propos? En fait, c'est assez compliqué parce que faut voir de quoi on parle. En gros, produire du code, l'IA peut le faire, elle peut le faire très bien parce qu'elle a appris tellement de sources de code différentes que tu demandes un truc, elle va pouvoir te le faire. Des fois, il faudra tweaker un peu, donc si tu sais pas coder, tu vas être un peu en PLS.
Mais malgré ça, tu peux toujours te dire que du coup, un dev, ça va pas forcément remplacer les devs, mais quelques devs vont peut-être pouvoir faire le job de là où avant il en fallait plein. C'est possible. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas genre, il y a 1000 problèmes à résoudre. Avant, il fallait 1000 devs pour les résoudre, et maintenant, 100 devs avec de l'IA vont pouvoir résoudre les problèmes de 1000 devs. En fait, quand tu as résolu les 1000 problèmes à résoudre, tu en as créé 50 de plus par problème que tu as résolu. Parce qu'en fait, ça crée des branches. Et ça, c'est un truc, la recherche m'a appris ça. La recherche, par exemple, quand tu ouvres une thèse, quand tu ouvres un pan de recherche, ça crée toujours des nouvelles questions supplémentaires. Tu vois ? Et c'est pareil, quand tu crées quelque chose dans une entreprise, ok, tu as fini la pipe de data engineering. Et ben, ça te crée 50 nouveaux problèmes de maintenant que j'ai fini les pipes, il faut que je fasse du monitoring pour voir si ces pipes elles tiennent bon. Donc en fait, quand tu as créé un truc et que ce truc-là rapporte de l'argent à ton entreprise, ensuite il va falloir le maintenir et ça va ensuite potentiellement ouvrir des nouvelles voies de recherche, des nouvelles voies de choses à faire en plus pour aller plus loin dans le truc. Tu vois. Tu peux toujours aller plus loin. Puis en fait, même les problèmes humains qu'on doit résoudre sont tellement vastes, tu vois, et en fait, il n'y a pas que la data qui est impactée, tu as aussi le dev de manière générale. Et donc, si tu te dis que la même chose va être appliquée, les développeurs traditionnels, peut-être qu'effectivement, un développeur fera le taf de 10 développeurs, mais en fait, c'est juste qu'on fera peut-être 10 fois plus de logiciels en moyenne par an. C'est ça. Tant qu'en tout cas, on arrive aussi à avoir les idées et à avancer, mais ça aussi, peut-être qu'on ira plus vite, parce que les designers, les product managers, ils vont plus vite aussi, et que grosso modo, c'est juste qu'on va pouvoir attaquer des problèmes qu'aujourd'hui, on a encore du mal à résoudre, que ce soit autour de la santé, de l'espace, enfin même après. L'espace, je pense ça, ouais. Et plus tu rajoutes de logiciels, plus il y a des besoins aussi en data qui émergent, de la donnée qui est collectée. Donc en fait, c'est intéressant ça comme philosophie. Effectivement, j'avais entendu aussi Laurent Alexandre, qui est un peu un spécialiste de l'IA, en parler, et lui, c'était aussi son prisme, de dire, mais il faut arrêter de croire qu'on va plus avoir besoin d'ingénieurs et de devs, etc. On va en avoir besoin de beaucoup. Les problèmes sont infinis. C'est le tout début du potentiel presque de l'espèce. Oui, tu vois, oui, c'est ça. Ouais, non, mais quand on monte là-dessus, c'est est-ce qu'il y a un seul gâteau et on doit le partager, donc l'idée du partage du temps de travail, ou alors est-ce que le gâteau il est continuellement en train de s'étendre, et donc en fait, même si quelques développeurs superstars avec une IA peuvent faire le boulot de 10 personnes, ouais, mais comme tu as étendu le gâteau, de toute façon, il reste quand même du taf pour les 9 derrière. C'est ça. Ouais, peut-être qu'il faudra aussi un peu plus de high level, c'est-à-dire de gens qui maîtrisent la méthode de bout en bout, et pas juste une sous-partie du truc en mode code, tu vois. Donc peut-être que le data cleaning dont je parlais juste avant, peut-être qu'on aura vraiment automatisé ça à fond, et que la plupart du temps, même s'il faut une compréhension métier, mais peut-être que l'IA finira par l'avoir, et que donc elle sera capable de dire en fait ça, les deux là c'est la même adresse, même si c'est pas écrit pareil tout à fait, elle va percuter, et donc tu pourras enlever tout ce grunt work. Mais il faut bien se rendre compte, aujourd'hui il y a 83 000 personnes chez Amazon Mechanical Turk, j'avais regardé il y a pas longtemps, pour faire de l'entrée de données. Donc imagine la volumétrie, enfin tu vois, donc non, je pense qu'il y a largement de quoi faire en termes de projets à mener, tu vois, pour donner du boulot à tout le monde. Et le dernier sujet que je voulais aborder, qui est une autre tendance de fond qu'on voit émerger, on en a parlé un petit peu avec toi, ton passage en freelance. Moi, tu vois, j'ai pas mal de gens aussi qui me contactent pour me dire qu'ils se lancent en freelance, parfois pour me demander des conseils ou savoir si j'ai entendu parler d'opportunités, etc. Ouais. Notamment par rapport aussi à l'initiative que j'ai lancée, que tu as dû voir passer de collectif de freelance data. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui se lancent que c'est en train aussi un peu de changer la dynamique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu perçois, que effectivement, il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile de négocier ces TGM, de trouver ces missions par rapport à aujourd'hui? Ou est-ce que toi, entre-temps, t'es devenu tellement expert que, en fait, t'as pas de soucis, t'as que des leads entrants? Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui hésite à se lancer en freelance, sans forcément repartir dans toutes les discussions, tu vois, financières, mais plus sur faciliter à s'insérer en tant que freelance aujourd'hui? Moi, je peux répondre de manière très simple à ça, parce que j'en ai plein qui m'écrivent pour me dire « Oui, ça fait 2 ans que j'hésite, et comme j'ai pas le temps, je me lance pas. » Oui, mais en fait, le premier problème, il est évident, c'est si tu démissionnes et que tu trouves pas de mission, là, tu es dans la panade. Donc, il faut pas faire ça. Il faut d'abord vérifier que tu peux trouver des missions avant de faire quoi que ce soit. Deuxième point, ça n'est pas vrai que tu auras plus de temps, ça, c'est la loi de Parkinson. Plus tu as de temps pour faire une tâche, plus elle va te prendre de temps. Et donc, si tu as 2 heures le soir pour trouver une mission, en 2 heures, tu vas mener quelques actions et tu vas faire des trucs. Si tu as toute la journée, tu vas d'abord scroller un peu LinkedIn, puis tu vas te perdre sur Facebook, puis tu vas aller te faire un petit truc à manger parce que tu es blasé, tu viens de perdre ton temps, puis tu vas regarder une vidéo YouTube. Et en fait, à la fin de ta journée, tu auras fait la même chose que ce que tu aurais fait en 2 heures quand tu n'avais pas le temps. Parce que juste, tu as plus de temps. Donc, c'est pas vrai de dire quand je démissionnerai, j'aurai plus de temps. Tu vas juste gaspiller plus de temps. Deuxième point, tu peux, comme je disais, te retrouver dans la panade. Donc, ne démissionnez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? En fait, tu cherches une mission.
tout simplement, tu cherches ta mission. Et les gens disent, et ils se mettent en PLS, ouais, mais imagine, je la trouve, et ils veulent pas me prendre parce que j'ai pas 3 mois de préavis. Bah, c'est pas grave, du coup, ils te prennent pas, mais au moins, tu te seras assuré que tu es en mesure de trouver des missions et que le marché veut bien de toi. S'il veut pas de toi, enfin, tu vois. Et si t'es capable d'en trouver qu'une seule, limite, c'est aussi peut-être inquiétant, enfin, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, tu testes le marché, tu vois si ton profil est bankable. S'il l'est pas, il y a peut-être des trucs à changer juste sur ton CV ou autre. En mode, t'as pas bien fait ton CV ou t'as pas bien fait ton profil sur Malte. Il y a des tips and tricks pour améliorer tout ça. Mais si t'en trouves pas, peut-être aussi juste que ton CV pour l'instant n'est pas assez bon et qu'il te faut une année ou 2 d'XP de plus, tu vois, ou un projet perso ou un truc que tu peux faire. Et donc, il faut tester le marché avant de faire quoi que ce soit. Mais ça vaut pour tout en fait, tester le marché avant. Tu vois, moi, mon programme data upskilling dont on parlait juste avant, là, qui refait les fondamentaux Bash, Git, SQL, Python, Spark et puis un petit peu de Airflow, ce truc-là, je me suis pas dit, j'abandonne ma mission, je plaque tout et puis je lance une formation en ligne. Non, pas du tout. Tu vois, j'étais en mission chez mon client. J'ai galéré d'ailleurs parce que du coup, après, il a fallu faire les deux, mais j'ai fait ça en parallèle de mon taf. Tu vois, j'ai pas tout plaqué pour lancer une formation. Et même chose quand je me suis lancé en freelance, j'ai pas tout plaqué pour me lancer en freelance. Et en fait, l'air de rien, te mettre à ton compte, malgré tout, ça va te demander de faire des choses, enfin que ce soit pour des trucs administratifs, etc. Ouais. Si t'es pas prêt à bosser 4 heures le samedi matin pour ton projet pro pendant quelques semaines d'affilée, C'est ça. dans ce cas-là, vaut peut-être mieux pas se mettre en freelance en fait. Ouais, c'est ça. Vaut peut-être mieux rester dans un boulot plus stable parce que c'est possible que tu sois obligé de faire ce genre de choses quand t'es à ton compte parce que t'auras pas le choix. Donc en fait, c'est un objectif de vie. Tu dis tiens, pendant le mois qui vient, je me bloque 3 heures dans le week-end chaque semaine et je bosse sur mon projet, quoi. Ouais, et puis des fois, c'est même pas aussi long que 3 heures. Moi, ma première mission, je l'avais trouvée parce que j'ai trouvé un apporteur d'affaires et je l'ai contacté, tu vois. Et 6 mois plus tard, il m'a trouvé une mission. Et en fait, j'étais très amateur à l'époque. J'ai eu un peu de chance, sans doute, qu'il me trouve quelque chose. Si je devais reprendre aujourd'hui, je serais beaucoup plus systématique dans le genre, je vais essayer de me trouver 15 apporteurs d'affaires, puis ensuite, je vais m'inscrire sur 10 plateformes, Malte, Crème de la Crème, Pilot, le Hibou, je sais pas, tout ça. Et puis ensuite, je vais aussi activer mon réseau. Et puis, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux mettre en place. Si t'as pas trop de temps, t'en fais que quelques-uns. Mais faut pas se dire, je fais rien. Et je ferai quand je serai. Voilà. Quand je serai. Ça, non, ça, c'est dangereux. Ok, ce que je comprends, c'est que pour toi, c'est en fait, faut essayer, faut tester. En fait, c'est plutôt chacun, potentiellement, en fonction de son profil, va soit prouver ou pas prouver qu'il peut y arriver à un moment T. Ce qui est sûr, c'est qu'au pire, il a des actions à mettre en place pour y arriver. Comme tu dis, améliorer son CV, aller chercher peut-être une autre expérience en CDI avant, tu vas avoir une vision un peu plus long terme. Mais toi, il n'y a aucun signal là qui te fait dire que c'est pas le bon moment pour se lancer en freelance, quoi. En fait, en 2023, là, c'était vraiment tendu, tu vois. Il y avait vraiment des signaux faibles. J'avais pas des stats précises en tête, mais il y avait des signaux faibles de recruteurs à qui je parlais qui me disaient ouais, j'ai même des devs avec 10 ans d'XP, ils sont prêts à reprendre des CDI, tu vois, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Donc en 2023, c'était vraiment tendu. Là, en 2024, ça a l'air d'être beaucoup plus cool, tu vois, vraiment. Et même en termes d'offres d'emploi, j'avais fait le test sur une plateforme d'offres de freelancing l'année dernière par rapport à aujourd'hui, et j'avais encore les stats de l'année dernière parce que j'avais posté un post sur LinkedIn par rapport à ça. Donc j'avais le chiffre précis en avril 2023, il y avait tant de postes ouverts pour le data engineering, et j'ai rouvert il y a un mois, et c'était x3 le nombre, tu vois. Et donc tu te dis, Le marché est dynamique, quoi. En ce moment, ça a l'air de reprendre, ouais, largement. Ok, super intéressant. Et peut-être pour conclure, avant qu'on se dirige vers la fin de l'échange, du coup, la formation, donc on en a parlé un peu à droite, à gauche. Donc, ça reprend les fondamentaux. Ça, c'est la philosophie que tu évoquais un peu plus tôt. Juste en 2 mots, à quoi ça ressemble? Du coup, c'est complètement en ligne. Ouais. C'est des cours que tu peux suivre à ton rythme, c'est de la vidéo. Donc, en gros, il y a plus de 450 personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Et donc, c'est impossible pour moi de faire des lives avec 450 personnes. J'aurai jamais tout le monde en même temps. C'est pas possible. Donc, évidemment, les vidéos sont à la demande. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez prendre le programme quand vous voulez et démarrer quand vous voulez et regarder les vidéos quand vous voulez. Les vidéos sont très courtes. C'est des vidéos 6 minutes max. Des fois, j'arrive jusqu'à 10, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi 6 minutes? Parce que ce sont ces gars-là eux-mêmes, là, de UCSD, qui, dans leur premier module sur Python, avaient fait des stats sur Coursera ou je ne sais plus quelle plateforme en ligne. Et ils avaient remarqué que quand tu dépasses 6 minutes, le taux d'attention décroche. Et donc, eux, ils avaient fait des vidéos courtes. Donc, moi, j'ai repris leur formule et ça marche bien. Les gens adorent. Il y a un mec qui m'a dit dans les témoignages, j'ai jamais suivi une formation en ligne aussi sérieusement, tu vois. Mais je pense que c'est en partie grâce à ça. Et ces chiffres, c'est pas les miens, c'est UCSD, tu vois. Donc... Et juste les personnes ciblées, enfin la personne parfaite, du coup, c'est quelqu'un, parce que ça s'appelle upskilling, donc c'est quelqu'un qui est déjà dans la data, peut-être déjà en poste, peut-être niveau junior ou même confirmé, mais qui veut aller plus loin, plutôt donc passer de junior à confirmé, c'est ça. Avoir de nouvelles opportunités peut-être sur des jobs ou sur justement les langages que toi t'enseignes, que des gens maîtrisent pas encore suffisamment pour choper un job dans ce sens-là. On est plutôt à ce niveau-là à peu près, quoi. Ouais, en fait, et c'est quelque chose qui m'avait surpris. Moi, mon diagnostic, c'était celui qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Là, c'était, on a beaucoup de data scientists
ils se sont arrachés les cheveux à apprendre Python et SQL pendant 1 an ou 2, et il n'y a pas les jobs de data scientist pour eux. Donc l'année dernière, je m'étais dit, je vais aider ces gens-là à passer le cap un peu du data engineering en leur donnant des fondamentaux, etc. Et in fine, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu non pas des profils en reconversion qui veulent trouver leur premier job. Plus des 2/3 des gens qui se sont inscrits sont des gens qui sont déjà en poste, déjà en CDI, et qui veulent juste s'améliorer en fait. Soit avant de passer freelance, soit avant de changer de type de poste, etc. Donc, 2/3 de personnes déjà en poste et 12% qui sont déjà elles-mêmes en freelance. Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'était donc des vidéos à la demande, avec tout un tas d'exercices et aussi des flashcards pour être sûr que tu n'oublies pas. Tu vois, le truc du drill, là, où tu reviens régulièrement sur ce que tu as fait. Chaque module revient sur ce qu'a fait le module précédent. Tu t'en resserres. Donc, j'apprends Git avant d'apprendre Python. Comme ça, quand on fait du Python, on fait tout de suite du Python avec Git. Ok. Tu vois, tu es en train de créer ton projet, tu fais ton commit, tu fais ton truc. Tu pratiques avec les éléments. Ok, excellent. Écoute, je mettrai le lien de toute façon pour que les gens aient découvert ça si ça les intéresse en description. Écoute, Benjamin, on arrive sur les dernières questions. Donc là, on va la faire en mode question-réponse. Tu peux répondre en 3 mots. Ça marche. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Alors, data, si vous êtes anglophone, Damien Benveniste, qui publie, je crois qu'il est francophone, mais il publie en anglais. Il fait des posts hyper shadés avec plein de sources. Il met les papiers de recherche des random forest, des choses comme ça. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire du machine learning, de data science. Toujours anglophone, pour le data engineering, Zach Wilson, ancien staff engineer chez Airbnb et auparavant Netflix, qui a un gros following et qui fait des trucs super intéressants aussi. Et qu'est-ce que tu aimes dans la data? C'est le côté, tu vois, c'est ce que je t'avais dit avec le côté chiffre, tu vois, les tableaux de chiffres. Tu vois, du coup, tu peux comprendre des phénomènes en regardant le détail. C'est-à-dire quand tu regardes le détail des chiffres et non pas juste les stats, quand tu rentres vraiment dans le tableau pour regarder ce qu'il y a ligne par ligne et pourquoi il y a un endroit où ça coince, tu découvres des trucs que le reste du monde n'a pas vu. Le meilleur exemple de ça, c'est The Big Short, où les mecs, ils ont découvert que en fait, les subprimes, le château de cartes allait s'effondrer. Ils ont découvert ça en mode spreadsheet, tu vois, sur le tableau Excel. Et ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? En vrai, c'est de changer régulièrement de mission. Ok. Je pense. Parce que faut pas non plus se barrer tous les 3 mois, parce qu'en 3 mois, t'as le temps de rien faire. Mais t'arrives aussi à un certain seuil, généralement dans la mission, où t'as fait le tour du panorama, et tu vas plus apprendre grand-chose, que tu restes là 3 ans ou 4 ans, l'année supplémentaire, c'est un rendement décroissant. Mais comme dans tout, en fait, le rendement décroissant, c'est partout. La 4e année supplémentaire ne va pas apporter grand-chose. Par contre, changer régulièrement d'environnement, tu découvres des nouveaux process, tu découvres des nouvelles manières de travailler. J'ai beaucoup progressé sur tous ces fondamentaux dont moi je parle en venant bosser à Paris, par exemple. Si j'étais resté à Lille, et je pense qu'il n'y avait pas le niveau technique, les premières boîtes où j'ai bossé, Git, c'était très élémentaire, tu vois. C'était, tu faisais du copy-pasting directement sur GitHub, genre dans la développe, modifier le fichier, t'envoies ton code, machin, c'est bon, c'est commit. Tu vois, il n'y avait pas de CI/CD, machin. J'arrive à Paris et là, tout est industrialisé. Alors, je dis pas que c'est comme ça partout à Paris, mais la boîte où j'ai bossé à Paris, j'ai découvert plein de trucs. Et c'est des choses parfois qui sont dures à apprendre par toi-même, en fait. C'est clair. Il faut aller dans un endroit où tous les gens le font déjà et te l'expliquent, etc. Ça. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Celui de Bruce Lee, peut-être. En vrai, ouais, c'est Joshua Waitzkin. Enfin, c'est le mix Joshua Waitzkin et Cal Newport de So Good They Can't Ignore You. Ça peut faire peur de se dire je vais me spécialiser, parce qu'au début, quand tu commences dans ta carrière, tu dis je peux tout faire. Et donc quand tu dis je vais me spécialiser, tu renonces à faire tout un tas d'autres trucs. Et ça, quand tu as 20 ans, ça fait très peur. Mais quand vous dites à quelqu'un, et là j'ai interviewé, c'est pas moi qui le dis, j'ai interviewé 5 recruteurs data, ils sont tous unanimes là-dessus, des recruteurs donc tech qui ont fait passer des entretiens tech, donc des techs de la data, et j'ai interviewé 2 recruteuses RH. Les 7 sont tous d'accord là-dessus. Si tu dis que tu es data scientist / data engineer, ça fait fuir tout le monde. Qu'on soit bien clair, donc c'est pas moi juste qui le dis, les gens vont se dire, soit il sait pas ce qu'il veut, soit il sait ce qu'il veut, mais il dans les deux. Soit il est moyen dans les deux, ouais. Et du coup peut-être que dans un an il va se rendre compte que finalement c'est pas fait pour lui, donc il va se barrer, donc il faut choisir et un truc et s'y tenir. Mais par contre ça peut faire peur. Et donc du coup, moi ce que je dis aux gens, c'est qu'en fait c'est un entonnoir. Oui, au début tu vas te restreindre, mais il y arrivera un moment où tu seras tellement bon dans ton truc que ça va rouvrir des portes un peu plus larges. Excellent. Écoute, on va finir là-dessus. Yes. Benjamin, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton parcours et nous partager aussi tous ces tips autour du lancement en freelance, du lancement de carrière data, de la reconversion, enfin plein de thèmes qu'on a abordés. Bien sûr, je mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Peut-être si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire. Voilà, pour nous dire si vous avez aimé ce type un peu de
collaboration un peu influence data. Alors toi, je pense que t'aimes pas ce terme-là, mais c'est un peu comme ça que j'appelle ces épisodes-là où j'aime bien faire venir d'autres potes, entre guillemets, qui font du contenu autour de la data, vu qu'on n'est pas si nombreux. Et si vous êtes sur les plateformes audio, venez nous faire un petit commentaire sur les posts LinkedIn qu'on fera avec Benjamin sûrement lors de la publication de cet épisode. Et puis voilà, à bientôt. Yes, merci à toi encore pour l'invite, et puis merci tout le monde de nous avoir écoutés.